Il faut être en phase avec le projet. Il faut être intéressé par le projet. Il faut pas faire ça en se disant il faut pas prendre la participation pour un billet de loto. Voilà, je pense qu'il faut vraiment être intéressé. Donc il faut se mettre sur des thématiques qui vous parlent. La défaillance, 70%. Ah oui, c'est quand même risqué. Ouais, très risqué. C'est très risqué. Mais il faut raisonner global. C'est-à-dire qu'en fait, si vous dites j'ai sur une période donnée un certain montant que je suis prêt à investir. Oui, il faut d'abord que ce montant ne représente pas toute votre épargne disponible. Il faut être visionnaire, il faut toujours regarder il faut regarder ce qui se passe, ce qui peut se passer. Il faut qu'il aille au bout de son rêve. D'accord. Pour que ce rêve devienne une réalité. Parce que les plus beaux rêves, ça vaut rien. Une idée, si elle n'est pas développée, elle vaut rien. Ça reste une idée. Ça reste une idée. Bonjour Jean-François Thibault. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Aujourd'hui, nous allons revenir sur votre parcours en tant qu'investisseur et votre expérience dans le private equity. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, votre parcours, voilà. Bonjour, j'ai eu plusieurs vies et ce n'est pas fini. Dans un premier temps, j'étais banquier. D'accord. Voilà, j'ai commencé comme banquier en rentrant par la toute petite porte. En étant au guichet, en étant en agence, et en parallèle, j'ai préparé un diplôme d'expertise comptable, ce qui m'a permis de franchir les étapes un petit peu plus vite. Et je suis passé donc à une direction financière. J'ai fait 3 fusions en 4 ans. D'accord. Passé de 15 à 120, 210, 1200 personnes. Donc ça bouleverse pas mal. Et une fois que tout ça a été mis en place, je suis sorti et puis je me suis installé en tant qu'expert comptable. Je me suis associé avec un confrère. On a développé un petit business. J'ai racheté un cabinet quelques années plus tard. Je l'ai déplacé, on l'a fait croître, etc. Et j'ai fait cette profession pendant, je crois, une 30aine d'années. Puis j'ai fini par revendre. Ok. Puisque là, j'étais là. Donc c'était le moment. Bon, j'ai eu une opportunité de vendre, j'ai vendu. Okay. Et puis aujourd'hui, je fais un petit peu d'opérations immobilières. Là, par exemple, en petite couronne de Paris avec des amis, on a racheté des anciens locaux de stockage et on est en train de faire des lofts dedans. D'accord. Ah oui, c'est pas mal ça, c'est sympa. Ouais, très sympa. Ok. Et si on revient un petit peu sur vos débuts comme banquier, qu'est-ce qui vous avait poussé finalement dans cette direction plutôt qu'une autre ? Oh, c'est plutôt parce qu'à l'époque, je savais pas trop quoi faire. Ah donc, oui. il y a eu un peu. Ça s'est fait comme ça. Donc, je suis rentré en fait dans la vie active et j'ai fait mes études en même temps. D'accord. Cette profession permet ça. Le diplôme d'expertise comptable, on peut le passer tout en travaillant. Évidemment, ça veut dire que pendant 10 ans, il y a pas beaucoup de restaurants, il y a pas beaucoup de vacances, il y a beaucoup de prix privés. C'est des sacrifices, c'est des choix. C'est un choix que je regrette pas. Et voilà, le soir, on bosse. Et puis, voilà, ça permet de cumuler les deux. Donc, c'était un parcours assez intéressant qui permettait de lier la théorie et la pratique quelque part. Ok, je savais pas que c'était possible. Mais oui, ça c'est devait être beaucoup de travail, en effet. Mais je crois que je suis un des rares à être assez fou pour avoir fait ça dans ces conditions-là. C'était quand même assez compliqué. Ouais. Je pense que j'aurais eu du mal, personnellement. Et qu'est-ce qui vous a ensuite motivé à devenir... donc en fait, vous aviez déjà décidé d'être expert comptable quand vous êtes rentré dans la banque, finalement. Vous n'avez pas envie de rester dans la banque Il n'y avait pas d'idée préconçue. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire ces études-là, en fait, c'est parce que je me disais, il y a 2 solutions dans la vie. On peut être passif, on peut être actif. Moi, je suis plutôt dans les actifs. Ouais. Et puis, j'avais commencé à acheter des bouquins d'économie, de stade. Voilà. Puis, le soir, au lieu de regarder bêtement, entre guillemets, la télé, je bouquinais tout ça. Et un ami de la famille qui était expert comptable me dit, inscris-toi à des cours et puis passe le diplôme. Il n'y a rien à... Effectivement. Et quand on commence comme ça, il n'y a rien à perdre, il n'y a pas d'enjeu. Oui, je comprends. Donc, c'est plutôt assez sympa. Donc, on passe un diplôme, on passe une épreuve, on l'a, forcément, il n'y a pas d'enjeu, il y a tout à gagner. Il n'y a rien à perdre. Et puis, quand on avance un petit peu, on se prend au jeu, on se dit, je vais continuer. Donc, j'ai visé à ce moment-là à faire ce qui était le DECS, qui était un diplôme qui était très, très, très reconnu, beaucoup recherché en entreprise. Puis, je l'ai eu. Donc, du coup, j'ai continué, mais il fallait faire un stage d'expertise comptable. Oui. Donc, j'ai trouvé un ami qui avait un cabinet, et puis j'y allais le week-end, j'allais pendant mes vacances. J'arrivais à concilier un petit peu les deux.
Et puis, 10 ans ont passé, j'ai fini par avoir le diplôme. Et pendant ce temps-là, comme je disais en introduction, à la banque, ça avait beaucoup bougé. On avait considérablement changé de dimension. Je ne vais pas dire que j'avais fait le tour, mais j'avais envie de passer du monde des flux, la banque c'est des flux, d'accord. au monde plus du concret, de la création de valeur. D'accord. Donc j'avais envie de me rapprocher du monde de l'entreprise. Et cet expert comptable, justement, qui m'avait incité à faire ces études, il parlait de son métier avec tellement de passion que je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, ça. Oui, c'est Voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, c'est un prolongement. Ce qui avait en outre un énorme intérêt, c'est-à-dire qu'on se rend compte, concrètement, que entre les banquiers et les chefs d'entreprise, il y a un dialogue qui est souvent très difficile à faire. C'est intéressant. Les gens ne se comprennent pas. D'accord. Et comme j'avais été d'un côté et ensuite de l'autre, ça me permettait de faire la jonction. Et c'est comme un tabouret. Il faut 3 pieds pour que ça tienne. Exact. Donc moi, j'avais ces points d'appui, ce qui me permettait au banquier d'expliquer pourquoi le client il se comportait d'une certaine manière, et réciproquement. Et notamment, mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire qu'en fait, les chefs d'entreprise, souvent, on voit, ça, c'est un peu compliqué. Etc. Non, à l'époque, le téléphone était payant. Et je disais, c'est le premier qui passe le coup de fil qui a raison. Pas parce qu'il va prendre en charge le coup de fil, mais parce que si le banquier vous appelle en vous disant « Qu'est-ce qui se passe ? Je vois que c'est trop tard. » Si vous prenez votre téléphone et vous appelez votre banquier en disant « Monsieur le banquier, je vais avoir tel problème. Ça va durer pendant 3 mois, je vais avoir un trou. » Si vous avez pris l'initiative, sa réaction ne va pas être du tout la même. Oui, c'est vrai. Vous pourrez beaucoup plus compter dessus. D'abord parce que vous aurez une crédibilité, parce que ça fera voir que vous anticipez, que vous ne subissez pas les choses, et que vous les voyez arriver, et que vous avez donc cette vision, et que vous préparez votre terrain pour la suite. Et de ce fait-là, il vous suivra. Et c'est ce qui se passait. Donc, ce passé me permettait d'avoir tout ce suivi, vraiment de faire cette jonction qui est souvent difficile. D'accord. Ok. Voilà, donc ça a été un gros plus pour moi. Ok, merci pour toutes ces informations. Je crois que ça nous permet de bien vous connaître. Pour continuer, je pense qu'il faut déjà qu'on essaye de définir, donner une définition au terme de private equity. J'interromps la vidéo 1 minute pour vous parler de notre guide Bourse. Il est actuellement en kiosque. Des premiers pas au premier million, comment investir en bourse. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a des liens cliquables dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous abonner à nos revues. À très bientôt. Merci beaucoup. Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce dont il s'agit. Donc, en quelques mots, comment est-ce que vous définiriez le private equity ? Je dirais que dans le financement des entreprises, alors que ce soit une entreprise en création, parce qu'on parle beaucoup de start-up, mais il n'y a pas que ça, ou aussi le développement, ou aussi dans la reprise, il y a des cercles concentriques. Au cœur, c'est le porteur du projet. Si le porteur de projet, il amorce pas, il ne se passera rien. Mais je l'ai vu aussi, ça, assez souvent, des gens, ils avaient des belles idées, ils ne mettaient pas un centime dedans, même s'ils l'avaient. Donc non, commencez par jouer avec votre argent, pour faire voir que vous y croyez, avant d'aller chercher celui des autres. Parce qu'il faut savoir que le dernier cercle, pour moi, c'est le banquier. Lui, le banquier, il utilise l'argent qui n'est pas lui, dont il a la responsabilité. Donc c'est pour ça qu'il a des contraintes, il ne peut pas faire n'importe quoi. C'est l'argent que des appareillants lui ont confié. Et donc, pour la jonction, elle ne se fait pas toujours. Donc c'est pour ça qu'on a ces cercles intermédiaires. Donc le premier, le cœur, c'est le porteur du projet. Après, ce qu'on appelle la love money, la famille, les amis, voilà, qu'on va aller chercher en disant tiens, j'ai l'idée du siècle, mets un billet dedans, tu vas faire fortune avec moi ou tu vas tout perdre avec moi. Et après, on va retrouver les business angels, qui sont des particuliers qui vont accompagner le projet. Puis derrière, on a des fonds. Et puis, évidemment, il y a les banquiers, mais dont le rôle est différent. D'accord. Et selon vous, quelles sont les compétences et les qualités nécessaires pour être un bon investisseur ? Alors peut-être plutôt au niveau du
du business angel dans le schéma que vous venez d'expliquer. Oui, parce qu'effectivement, sous le vocable investisseur, on peut loger beaucoup de choses, en faisant justement la nuance entre l'épargne et l'investissement. D'accord. Je fais une petite parenthèse là-dessus, parce qu'effectivement, l'épargne, c'est mettre de l'argent de côté pour des projets à moyen terme ou pour des imprévus, etc. L'investissement, c'est plus quelque chose qui se situe sur du moyen, sur du long terme. Et là, effectivement, la prise de participation dans des entreprises est au cœur du sujet. Elle peut avoir plusieurs formes. La forme la plus simple, c'est d'aller à la bourse. La bourse, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ouverture du capital à tout un chacun. Le private equity, c'est la même chose, mais à une plus petite échelle. Donc avec des entreprises non cotées, si je comprends bien. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait, absolument. On est à une autre échelle. Et là, pour le coup, on va avoir un lien qui va être beaucoup plus direct. À la bourse, vous achetez des actions Schneider ou Danone, on va aux AG, mais ça s'arrête là. Oui, on n'est pas dans la stratégie. Voilà. Alors qu'en private, on peut être beaucoup plus impliqué. Et notamment au travers des clubs de business angels comme celui que j'ai animé pendant quelques années, on est vraiment en ligne directe avec l'entreprise. D'accord. Donc j'imagine que d'une certaine façon, ça permet d'avoir une connaissance, disons, un peu plus concrète de l'entreprise. Comme vous disiez, si on achète une action en bourse, même si on connaît bien les comptes de l'entreprise, ses résultats, etc., on est quand même un peu distant en quelque sorte. Tout à fait. Tandis que là, ce que vous nous décrivez, c'est une connaissance vraiment concrète Tout à fait. de l'entreprise et du projet. Tout à fait, oui, absolument. Ça permet d'être vraiment impliqué, beaucoup plus impliqué dedans. D'accord. Et donc, si on devait trouver, par exemple, je ne sais pas moi, 3 qualités pour quelqu'un qui veut investir dans un projet, dans une entreprise qui n'est pas cotée. Il faut être en phase avec le projet. Il faut être intéressé par le projet. Il ne faut pas faire ça en se disant il ne faut pas prendre la participation pour un billet de loto. D'accord. Voilà, je pense qu'il faut vraiment être intéressé, donc il faut se mettre sur des thématiques qui vous parlent, pour lesquelles vous pouvez avoir justement une compétence, puisque comme on le disait, on est en prise directe. Moi, je vois par exemple, il y a des thèmes sur lesquels je ne vais pas, parce que je ne connais pas, c'est pas mon sujet, ou ça ne m'intéresse pas, j'ai rien à apporter, et ils vont parler de choses que je ne vais pas comprendre. Donc je pense que pour que ça ait un intérêt gagnant-gagnant, il faut être sur des sujets déjà sur lesquels on se sente concerné. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi se situer dans une optique de moyen terme. On est là, je pense, pour contribuer à de la création de valeur, vraiment au sens large. Puis accessoirement, si on peut gagner un billet au passage, c'est mieux. C'est pas une mauvaise chose. Mais ça marche pas à tous les coups. Oui, bien sûr. Loin de là. Ok. Alors, comment se fait le sourcing des dossiers, des entreprises dans lesquelles vous choisissez d'investir ? Il y a deux moyens. Il y a balancer des trucs dans tous les sens. Et, on voit ça beaucoup, c'est à la mode maintenant. On voit des sociétés qui vont chercher des capitaux partout, qu'on voit sur les réseaux, qu'on voit partout. Et puis, il y a le carnet d'adresse. Ah oui. On travaillait un petit peu plus comme ça. Moi, je dirigeais des business angels sur une région, sur un territoire bien délimité, et c'est le carnet d'adresse. On nous connaît, voilà. Mais c'est aussi des bonnes relations. Oui, c'est du réseau, en fait, finalement. Oui, c'est du réseau. Ça fonctionne en réseau. Ouais. Ok. Et donc, ce réseau, quelles sont les qualités que vous allez chercher dans une entreprise, ou les potentialités d'une entreprise? Est-ce que, finalement, les critères de là où vous allez mettre votre argent, quels sont les critères auxquels vous accordez le plus d'importance, finalement? Il y a deux critères. Il y a le projet et il y a le porteur du projet. D'accord. Donc, quand on reçoit un dossier qui présente un projet, déjà, est-ce que le projet nous séduit ou pas ? Et derrière, rapidement, il faut rencontrer le porteur de projet. Puis là, ça passe ou ça passe pas. Moi, j'ai vu des beaux projets, mais les porteurs,
Il y a quelque chose qui passait pas. Donc il y a un lien humain qui doit se Oui, créer. complètement. Ouais, complètement. L'inverse existe aussi. Il y a des gens, des gens se disent, il peut faire quelque chose, mais il ne sait pas le vendre. D'accord. Ce qui est souvent d'ailleurs un problème, alors notamment en start-up. J'ai vu des gens qui avaient des idées magnifiques, ils savaient pas les vendre parce que quelque chose qui va être technique, un technicien c'est pas un commercial, chacun son boulot. Et le problème c'est que ils y croient tellement, ils veulent aller le vendre eux-mêmes, ils sont pas bons pour ça. Moi j'ai vu une fois quelqu'un comme ça, il avait un projet qui était vraiment très très bien. D'ailleurs j'ai souscrit, j'ai pris un ticket dans son truc, mais je lui ai dit après, va pas le vendre toi-même. Parce que quand tu essayes de le vendre, moi, tu me saoules. Franchement, tu me saoules. Et jamais en tant que client potentiel, ce que j'aurais signé parce que tu n'as pas su me le vendre. Donc, j'espère que vous l'avez aidé alors à vendre son... Oui, et là, on va sortir, on aura fait fois 3 ou 4, donc ça n'a pas mal marché. Ouais, ça n'a pas si mal marché. Parce que le projet était vraiment bon. Ah oui, je comprends. Mais le gars, il ne savait pas le vendre. Oui, c'est un peu chacun son métier, finalement. Mais chacun son métier, oui. Être commercial, c'est un métier. Et être ingénieur ou chercheur, voilà. On peut pas tout bien faire. D'accord. Il faut savoir déléguer, ce qui est souvent très très difficile. Ok. Oui, donc pour résumer, de ce que je comprends, il faut avoir quand même, on pourrait dire, un coup de cœur pour l'entreprise, pour l'idée, et puis ensuite s'assurer que c'est un projet qui a un futur, de l'avenir, et puis qui ait ce lien avec le... Oui, complètement, vraiment le projet. Alors là, après, c'est un peu plus ma vision personnelle, ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce que en tant qu'ancien expert comptable, on pourrait se dire, que je suis le roi du business plan. Oui, parce que j'en ai fait des dizaines, des centaines dans ma vie. Et pourtant, c'est pas le plus important. C'est bien parce que ça donne un guide, ça donne un repère, ça donne une feuille de route. D'accord. Oui, c'est très bien. Sauf qu'un business plan, c'est toujours faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme on le fait, on part d'une perspective de chiffre d'affaires, puis on décline les besoins, etc., les charges, et le résultat, comment ? Sauf que dans un business plan, il y a une variable qui est extrêmement difficile à maîtriser, et c'est pourtant la plus importante, c'est le chiffre d'affaires. Surtout quand on est sur de la création. Vous rachetez le bistrot du coin, c'est facile, on prend ses bilans, on regarde un petit peu, si on se débrouille bien, on arrive à faire la perspective. On crée quelque chose qui est totalement novateur. Il n'y a pas de marché. Ça peut exploser comme ça peut ne pas... Et là, à la limite, c'est pas un expert comptable qu'il faut aller chercher, c'est Madame Irma. Et peut-être qu'elle va nous dire ce qui va se passer. Et c'est là que, au-delà de la technicité du projet, vraiment le porteur du projet, qu'est-ce qu'il a dans le ventre ? Et est-ce qu'il sait nous convaincre ? Celui qui a créé on a tous un iPhone aujourd'hui. Oui. Bon, il y a 15 ans, on nous aurait dit l'iPhone, c'est quoi ce truc ? C'est vrai que quand il est sorti, moi, ça m'avait pas... j'ai pas eu envie de l'acheter tout de suite. C'est l'art de créer un besoin qui n'existait pas. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on peut pas s'en passer. Oui. Donc voilà, si on fait une étude de marché, ça peut dire tout et n'importe quoi. Non, il faut aller voir derrière ce qui peut se passer. Il faut aller voir derrière. Et c'est là que le porteur du projet, il sait dégager quelque chose où il sait pas le faire. Et personnellement, j'axe beaucoup là-dessus, même s'il ne faut pas tout mettre non plus. Oui. Parce qu'il y a aussi des saltimbanques. Voilà, on en voit, ils nous promettent des trucs, et bon, vous savez, même, on a connu la bulle Internet, il y a 25 ans, l'argent sortait de partout. Moi, je voyais, j'avais des clients qui lançaient des startups, ils avaient un projet, ils avaient besoin d'1 million. Et ils vont à la Caisse des dépôts, c'est quand même des gens tout à fait sérieux. Oui, c'est ça. Ils leur disent, non, attendez, les enfants, vous êtes gentils, mais nous, à moins de 5, on ne regarde pas le dossier. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un dossier avec 5, ils sont allés, ils sont partis avec le chèque. Ils ont eu l'argent. Mais bien sûr. Et avec ça, ils ont loué tout le premier étage de la Tour Eiffel. C'était le lendemain du concert de Johnny. Ah oui. Et puis, ils ont fait une super réception. Oui, d'accord. Et 1 an plus tard, on les a retrouvés quai de Corse parce qu'ils avaient fait faillite. Bon, l'argent. Ok. Comment se passe le montage du dossier de prise de participation ? Alors, il y a effectivement tout un process. D'abord, donc, on reçoit des dossiers. Nous, on en recevait en moyenne 80 par an. On fait un premier tri qui permet de dire, d'abord, un tri technique qui consistait à dire, nous, on avait 2 critères. On avait un critère géographique,
puisqu'on Ok. était un club régional, où on disait, voilà, nous, si c'est quelqu'un qui vient d'autre bout de la France, c'est peut-être intéressant, mais non, parce qu'on n'a pas les relais là-bas, on n'a pas les réseaux, bon, on n'y va pas. C'était le premier critère. Le deuxième critère, c'était un critère de taille, puisque nous, on savait, par rapport à nos quelques dizaines d'adhérents, quelle était notre puissance de feu. On savait que sur un projet, on pouvait mettre entre 100 et 300 000 euros. Ah oui, je comprends. Voilà, c'était ça à peu près notre taille. Donc quelqu'un qui venait, qui avait besoin de 50 000 euros pour démarrer, on disait, c'est bien, mais ça n'a pas d'intérêt parce qu'on va être trop. Et à l'inverse, quelqu'un qui avait besoin de 10 millions pour son projet, on savait qu'on ne pouvait pas y aller. Donc déjà, on éliminait ça et s'en enlevait à peu près la moitié. Oui, vous aviez un cadre qui était quand même très défini. Déjà ça, un cadre technique. Après, il y avait quelques projets à la lecture déjà où on se disait, bon, non, on ne sait pas faire, ou c'est trop pointu, donc on n'y allait pas parce que pour que personne ne perde son temps, ni le porteur de projet, ni nous. Après, voilà, il nous reste 30, 40 dossiers là, et là on regarde. Donc on désignait ce qu'on appelait un référent, un éclaireur, qui allait voir un petit peu de plus près ce qui se passait, et surtout, justement, aller voir le chef de projet, aller parler avec lui, aller chercher un petit peu ses limites. Pour se dire, est-ce qu'il est solide, est-ce qu'il n'est pas solide, son projet, c'est fantaisiste ou c'est crédible. On passe toutes ces grilles-là, et à ce moment-là, on va lui proposer de venir pitcher. Donc on faisait une dizaine de réunions par an, et on présente un dossier, schéma classique, il vient nous présenter son truc pendant quelques dizaines de minutes, 30 quarts d'heure, et après on pose des questions, on tortille et puis on décide, bon, ça nous intéresse, donc on le fait sortir, et alors les gars, plus, moins, avantages, inconvénients, oui, non, on y va pas. Bon. Oui, on y va. Donc dans 80% des cas, on y allait, parce que si on a fait un bon travail en amont de sélection, après c'est facile. Mais ensuite la décision, vous la preniez immédiatement alors après on prend le pitch une intention à ce moment-là. Parce qu'on nous a déjà donné une valo. Il y en a qui se lâchent un peu, bon, on les calme. Donc on nous donne une valo, on nous donne les conditions d'entrée, de sortie. On intervenait toujours en minoritaire. Parce que le porteur du projet, il faut qu'il soit maître chez lui. D'accord. Un bateau, il avance s'il y a un capitaine. Donc c'est lui qui a le projet, il faut qu'il soit impliqué, il faut qu'il garde la majorité. Ce qui peut poser d'ailleurs le problème suivant, c'est que la boîte, pour démarrer, elle a besoin d'un certain montant. En contrepartie de quoi, on va obtenir un pourcentage de capital. Mais on peut se trouver dans des situations où on se rapproche dangereusement de l'équilibre minoritaire-majoritaire, qu'on ne veut pas franchir. Oui, d'accord. Donc ça peut être un problème qu'on réglait de la manière suivante. Moi, je proposais dans ces cas-là de dire, on entre au capital pour un certain pourcentage, et puis après, on fait des apports en compte courant, qu'on rémunère, et voilà. On arrivait à trouver ce genre de solution. Donc on rentre en minoritaire. Donc après le pitch, chacun dit oui, non, j'y vais. Voilà, on est 40 dans la salle, il y en a 30 qui disent on y va, donc on y va. Bon, ok, t'as dit que tu vas, mais tu mets combien? 3 000, 5 000, 10 000 voilà. Et à ce moment-là, ça reste une intention. C'est pas encore contractuel. Mais ça nous permet de voir. Ce qui fait que, juste après, on fait revenir le chef d'entreprise qui prenait un jus d'orange dans la pièce d'à côté pendant ce temps-là. On dit voilà, on y va. Il y en a 30 qui mettent, et on va mettre 200 000 dans la boîte en capital. Et moyennant X% du capital, justement, et la contrepartie, ça rémunère, ça valorise l'idée. Après, on entre donc dans un faisceau, on va dire, un peu plus technique. On va reprendre toutes les données du business plan, etc. Et puis derrière, avec les avocats, on va rédiger un contrat qui va nous lier pour 5-6 ans. C'est à peu près ça, sachant qu'on avait parfois un fonds régional qui venait avec nous. Ah oui. On avait une espèce on avait un partenariat avec un fonds régional, donc des fonds publics, et on observait, nous on étudiait les dossiers pour eux, et quand on y allait, ils mettaient autant que nous. Donc ça permettait des fois si nous on était un petit peu court par rapport aux besoins, ça permettait d'abonder. Ah oui, ok, je comprends. Et on fait ce contrat. C'est souvent, je trouve, un petit peu lourd, parce que là encore, ça se passe jamais comme c'est prévu. Jamais.
Et c'est parti. Et donc, on est censé rester 5 ans. Quand l'entreprise existe encore au bout des 5 ans, Oui. parce que là, on en perd. Ah oui, c'est quoi le taux d'entreprise qui... La défaillance, 70%. Ah oui, c'est quand même risqué. Ouais, très risqué. C'est très risqué. Mais il faut raisonner global. C'est-à-dire qu'en fait, si vous dites, j'ai sur une période donnée un certain montant que je suis prêt à investir, Oui, il faut d'abord que ce montant ne représente pas toute votre épargne disponible. C'est bien quand même d'en laisser sur des supports un peu plus traditionnels. Et ce qu'on met là, en plus, il ne faut pas mettre tout sur le même projet. Ça peut être le bon. Ça peut être un des 70%. Donc, il faut saupoudrer. Voilà. Oui, je comprends. Il faut saupoudrer. Et- C'est plus raisonnable. Et parmi les 30% restants, j'imagine qu'il y a eu j'espère Oui, qu'il il y a belle parfois réussite. des belles sorties. Je Oui. disais là, tout à l'heure, il y a une sortie qui va se faire là prochainement, ou D'accord. 2 fois, 3 fois, 4 ans, 5 ans. Donc c'est super bien. Ça compense ce qu'on a perdu à côté. Puis voilà, c'est encore... Bon, il faut pas prendre ça pour dire je vais faire fortune. Ça peut, mais il faut pas que ça soit ça l'objectif. Il faut vraiment avoir envie de contribuer à une aventure. Alors c'est pas non plus pour perdre ses économies, bien entendu. Il y a un équilibre à trouver entre les différents paramètres. Malgré tout, si en tant qu'investisseur privé, on n'a pas d'appétence pour le risque, il vaut mieux, Ah bah vous ferez autre chose. vaut mieux mettre son bien sûr. argent ailleurs. Bien entendu. On fait un placement garanti à 2%, on n'en parle plus. D'accord. Encore que même Oui. à la banque, il n'y a jamais rien de garanti. Oui, il peut y avoir des soucis. Faut bien savoir qu'une banque peut faire faillite, que l'État peut bloquer les comptes. Ça s'est vu pas si loin que ça. Hein. Je crois que c'est à Malte il y a quelques années. Les comptes ont été Oui, bloqués c'est possible, au-delà oui. de 100 000 euros. Donc Oui. la garantie des dépôts bancaires, elle n'est pas si... Bon, croisons les doigts, mais rappelons qu'en 2008, quelqu'un qui s'est trouvé à l'ombre il y a quelque temps, heureusement qu'il a fait le tour des capitales européennes pour dire à tous les autres allons-y grouper, parce que le système pouvait sauter. On n'en est pas passé loin. Oui, c'est vrai. Parlons peut-être aussi de ça. Vous voyez, aujourd'hui on parle d'un fait divers. Bon, pour mettre aussi un petit peu les choses en place. Le système a failli sauter, et à l'époque, heureusement qu'il y a quelqu'un qui avait pris son bâton de pèlerin pour aller sauver ça. Ok. Parenthèse fermée. Et donc, j'imagine, vous avez une vision assez précise de ce qu'est un entrepreneur aujourd'hui, puisque vous, comme vous l'avez expliqué, vous essayez il y en a qui viennent vers vous pour demander de l'argent, et puis après vous vous intéressez à leur personne, au projet, etc. Et donc, quels sont les défis majeurs aujourd'hui, en 2025, auxquels sont confrontés les entrepreneurs français que vous croisez? Oh, dans là, lesquels- c'est ceux qui- un monde de plus en plus incertain, que ce soit au niveau macro ou microéconomique. Enfin, c'est assez sclérosant d'ailleurs. Ok. C'est même une chance que dans l'environnement où on est, au niveau mondial en général, et français en particulier, surtout en ce moment, qu'on ait encore des gens qui ont envie d'y aller. Et il y en a. Oui. Et il y en a. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, parce que des gens qui ont envie d'entreprendre, il y en a. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est que le système bancaire n'est pas fait pour eux. Très clairement. Il y en a plus ou moins qu'avant qui veulent, grosso modo. On reste, je trouve, à un bon niveau de... Ouais. Mais il y a un peu de France. Il y a ceux qui rêvent d'être fonctionnaires, et tant mieux, il en faut. Et il y a ceux qui veulent entreprendre, et ils sont assez nombreux. Maintenant, c'est pas forcément les mêmes profils qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans. Oui, peut-être. Il y a peut-être plus de petites boîtes, mais dont on a besoin aussi. Bah oui, forcément. Et c'est ça qu'on a trop oublié, je pense. Aujourd'hui, c'est vrai que pour se lancer, c'est difficile. D'abord parce qu'on disait difficile de trouver des fonds. Et puis, on commence par vous demander à payer la cotisation d'URSSAF sur un résultat qu'on n'a pas encore fait. Oui, il y a pas mal de contraintes et dès le début. qu'il y a dessus, et ça devient vraiment très, très, très... faut en vouloir. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut en vouloir. Mais heureusement, il y a encore beaucoup de gens qui en veulent. Et vous parliez un petit peu des banques, juste avant qu'on parte un peu sur... que je vous coupe.
Vous parlez du système bancaire et des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez en préciser un petit peu ce point-là ou Je veux pas dire du mal des banques, j'en ai fait partie. Ah oui, c'est vrai, vous n'avez pas. Mais quand même, non, mais c'est quand même très 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 compliqué. Ouais. C'est très 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 compliqué, même sur des projets sans risque. Moi, je sur un. Je parlais tout à l'heure que je fais de l'immobilier maintenant. Ah oui, c'est vrai, vous m'avez dit. Oui. Il n'y a pas un banquier qui me suit. Ah bon Pourquoi Pourtant, je suis à peu près crédible, je pense. Oui, je pense. Pourquoi déjà parce qu'on me dit sur un système. Je dis, nous, on fait des opérations de promo. On achète un truc, on le développe et on le revend. Voilà. Bon, c'est pas compliqué. Donc, on fait de la pré-commercialisation. Alors, déjà, nous, on met des fonds. On met des fonds propres. On a de la pré-commercialisation. Et donc, ce dont on a besoin, c'est un peu pour faire la soudure, c'est tout. Mais non, monsieur, c'est un truc à risque, on n'y va pas. Alors après, on me dit, alors on pourrait transformer ça sur un prêt classique, d'acquisition bancaire sur 15 ans. Ah oui, mais monsieur, vu votre âge, 15 ans, c'est trop tard. Ça ne suit pas, il faut se débrouiller. Non, c'est très, très, très compliqué. Donc là, je fais un cas perso, mais je vois ça, je croise encore de mes anciens clients. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Oui, ça manque de souplesse et de fluidité. Complètement. Mais bon, comme on disait aussi tout à l'heure, le banquier, il prend de l'argent qui n'est pas à lui, donc il faut qu'il fasse attention. Oui. Et alors, la charge, c'est un métier qui est extrêmement difficile parce qu'ils vivent sur quoi ? Ils vivent sur l'intermédiation entre l'épargnant qu'ils vont rémunérer et ce qu'ils vont placer comme taux pour vous prêter. Or, aujourd'hui, même si les taux ils ont augmenté depuis peu, mais on est sur des taux qui sont bas, donc la marge possible, elle est basse. Moi, j'ai connu, au début, je travaillais, l'inflation était à 14%, on prêtait à 12, 14, 16%. Donc, évidemment, de placer 2% de taux d'intermédiation, c'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas le faire. Ce qui fait d'ailleurs que le produit net bancaire, qui était, quand j'étais en banque, qui était constitué essentiellement de ces marges d'intermédiation, aujourd'hui, il est constitué uniquement des frais de fonctionnement. D'accord. Et la problématique, c'est que, donc, un banquier qui se fait planter sur un prêt, il vous prête 100, sur lesquels il va gagner 0,5. Mais quand il va perdre 100 de capital, vous voyez le nombre d'encours les encours qu'il faut faire derrière sans risque pour regagner ce qu'il a perdu en capital. C'est infernal. Il faut qu'il reprête plusieurs centaines de fois ce qu'il a perdu. Oui, donc il a intérêt à être prudent. Donc c'est super compliqué. Donc c'est verrouillé au maximum. Donc on peut comprendre les choses. Mais là aussi, moi je l'expliquais aux entrepreneurs. Je dis pourquoi c'est compliqué. Bon, mais voilà, la peur n'évite pas le danger. Il y a un moment, il faut aussi y aller, quoi. Oui. Et ce qui est assez, justement, on disait aussi au cours de notre entretien que moi je raisonne beaucoup personnalité des chefs d'entreprise. Là aussi, je trouve que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, en analyse de risque, on prend une grille de score. Eh ben non. Oui, alors, il en faut bien entendu. Oui, il en faut. Mais pas que. Moi, j'ai vu, quand j'y étais donc c'est pas hier, des gens, ils passaient pas la grille de score. Pour différentes raisons. Je leur prêtais quand même parce que j'avais confiance en eux. D'accord. Et ces gens-là ne m'ont jamais planté. D'accord. Et à l'inverse, il y a des gens qui passent aisément à travers la grille de score, qui sont des gangsters. Donc, il y a l'aspect humain. Malheureusement, il n'est pas assez pris en compte. Ouais. On raisonne vraiment ratio, statistiques. Alors, surtout avec l'IA maintenant, on en parlera un peu après. Non, la personnalité des gens. Après, c'est on le sent ou on le sent pas, hein, mais j'ai prêté à des gens, ils m'ont jamais planté. Même quand ils ont eu des difficultés. Mais ils ont honoré leurs paroles, ils ont honoré leurs engagements. Et ça, c'est pas dans les grilles de score. Et alors là, la question suivante, vous y avez déjà un peu répondu au fil de l'entretien, mais selon vous, quels sont les facteurs les plus importants pour optimiser le développement d'une entreprise aujourd'hui, puis a fortiori une entreprise qui se veut innovante ou disruptive ou... Il faut anticiper, il faut être visionnaire, il faut toujours regarder il faut regarder ce qui se passe et ce qui peut se passer.
Alors, ce qui peut se passer, après, il y a le signe noir, hein, donc on le laisse de côté, parce que c'est l'histoire de la dinde au 24 décembre. Elle s'imagine pas que le lendemain, elle va passer à la casserole. Ouais. Elle va encore très très bien, et le lendemain, elle n'est plus là. Bon, laissons ça de côté. Hein, en septembre, quand il y a eu les tours à New York, Oui, là, en 2001. la veille, jamais on aurait imaginé un truc pareil. Ouais, Donc c'est on vrai. est dans un monde où tout peut arriver. Donc on en parlait déjà un petit peu, ce qui crée cet inconfort, c'est le monde qui est comme ça. Donc il faut faire avec. Maintenant, même dans les pires moments, il y a toujours des opportunités. Je vais prendre un exemple si on a 2 minutes. Oui, bien sûr. Quand il y a eu allez-y. le Covid, Ouais. j'avais encore le cabinet, Covid, tout fermé. Ouais. J'avais des clients restaurateurs. Ah oui. 3 types de réactions. Il y en a, ils pleuraient dans la cuisine. Ah, on est fermé, on bosse plus, on fait plus rien. Ils pleurent. Ils pleurent toujours. D'abord, mais plus dans la cuisine, parce qu'ils l'ont perdu. Parce qu'à côté de ça, il y en a d'autres qui se sont dit, bon, on ne sait pas le temps que ça va durer, mais ça redémarrera bien un jour. Oui, c'est vrai. Donc, on va Ils se sont dit ça, bon, pendant qu'on est fermé, plutôt que de rien faire, on va passer un petit coup de peinture dans la salle, on va étudier une nouvelle recette et on va se préparer pour le redémarrage. Et puis, il y en a d'autres qui se sont dit, on voudrait quand même bien garder nos équipes parce que trouver du personnel, c'est pas facile, etc. Et on va faire de la vente emportée, enfin, on va rester ouvert à minima. Bon, les deuxièmes et les troisièmes, ils ont piqué les clients des premiers. Hein. Oui, C'est forcément. le même métier. Hein. Oui. C'est la manière de le faire qui n'était pas la même. C'est tout. Donc, il y a toujours des opportunités. Toujours. Il faut arriver à les voir au bon moment. Tout à fait. Voilà. Pas... Mais c'est c'est le évident. propre d'un chef d'entreprise. Oui, c'est vrai. Justement. Oui. Justement, c'est dans l'ADN. Et ça, vous voyez, ça, c'est pas dans les grilles de score. Mais malgré tout, C'est du comportemental. Oui, mais malgré tout, est-ce que vous pouvez recommander des choses, des stratégies peut-être à des entrepreneurs pour que, pour justement qu'ils améliorent leur capacité à saisir un peu l'instant et à prendre les bonnes décisions? Est-ce qu'il y a des façons de s'améliorer? Parce qu'effectivement, je comprends, c'est une question de personnalité, de caractère, mais néanmoins, est-ce qu'on peut donner des conseils pour qu'ils saisissent mieux ce qui est en train de se passer et que, voilà. Il faut être à l'écoute. Et puis, quand on est dans une entreprise, on est là pour créer de la valeur, pour apporter quelque chose à son client. Donc, mon client, de quoi a-t-il besoin? De quoi a-t-il envie? Quitte à créer le besoin, quitte à créer l'envie. Mais surtout, être à l'écoute. Et aujourd'hui, c'est vrai que les contenus changent. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui apportent ce quelque chose, qui vont soulager le client de quelque chose. Oui, bien sûr. On est dans un monde où on est assisté. Le principe de précaution, il est passé par là. On est assisté de partout. Et il faut prendre cette vague-là, oui. Et puis amener des choses qui font qu'on vous soulage d'un problème. J'ai un problème. Attendez, monsieur, vous avez un problème? Je règle votre problème. On parle même plus de prix. Ça va passer après. Oui, ça, c'est après. Oui. Mais on a réglé un problème. Voilà. Ça, faut le faire. Et ça, c'est à l'inverse de ça. Moi, je vois encore des gens qui sont commerçants. Déjà, ils font une tête comme ça. Et puis, à 7h moins 5, moins 10, ils commencent à fermer les volets, etc. Ouais. Vous arrivez, vous n'avez pas envie d'y aller. Ouais. Bon, voilà, ça, on vend quelque chose, il faut donner du plaisir aux gens. On voit la restauration, c'est un métier c'est ingrat, c'est super difficile comme métier. Il faut apporter du plaisir, la joie, un sourire. Mais faites dans la rue d'à côté, faites 3-4 restos. Il y en a où vous êtes super bien accueillis, vous y retournez. Il y en a où on a l'impression d'être dérangé. On n'y va plus. Sûr, C'est le même métier. Exactement. Ils font le même métier. Donc, le commerce, pour moi, c'est d'abord ça. D'accord. Justement, vous parlez de commerce, mais en ce moment-là, quels sont les secteurs, quelles sont les industries pour lesquelles vous accordez une attention particulière pour quelqu'un qui veut choisir une entreprise dans laquelle investir? Est-ce qu'en ce moment, il y a des secteurs qui, justement, répondent mieux aux besoins des consommateurs, des Français, voilà. Est-ce que... Alors,
il y a les grands secteurs, effectivement, tout ce qui touche à la santé, ce qui touche à la défense. Mais c'est pas forcément des dossiers, justement, que nous voyons ici. Encore qu'en santé, on a vu passer quelques très, très, très belles aventures. Il y a des moins, parce que c'est un secteur que je connais moins, mais on a vu vraiment de très belles choses. Mais après, c'est tout ce qui va, on va dire, faciliter la vie ou optimiser les ressources. Mais ça peut être vraiment, finalement... Ouais, c'est très large. Ouais, c'est très large. Mm. Les belles idées, elles n'existent pas encore. Mm. Et elles peuvent apparaître dans n'importe quel mais domaine, bien entendu. Et le potentiel de croissance, par définition, il est infini. Il est infini. On est 7-8 milliards sur la planète. Le nombre de consommateurs, il est infini. Oui. Quand on regarde bien, j'étais la semaine dernière en Chine. J'étais aussi au Népal. Quand on voit le niveau de vie, on se dit que le développement, il y a encore de quoi faire. Donc, c'est infini. C'est infini. Après, la limite, ça sera les ressources de la planète. Mais là aussi, je pense qu'il faut croire dans le génie humain qui fait qu'on est capable d'optimiser les choses. Et que ce qui existe aujourd'hui, demain, ça sera remplacé par autre chose. Ouais. On le voit sur l'automobile, par exemple. L'automobile, on est passé du moteur à explosion, on est en train de passer à l'électrique, qui, à mon sens, n'est qu'une étape vers autre chose qu'on ne connaît pas forcément encore. Voilà. Donc, les choses évoluent. Donc, après... l'entrepreneur, c'est celui aussi, justement, qui sait ne pas être réfractaire à ce changement. Mais on l'a tout le temps connu. Quand le chemin de fer est arrivé, le maréchal Ferrand, il faisait la tête. Parce qu'il perdait son boulot. Dans les années 80. C'est la disruption, c'est ça. Oui, c'est dans les années 90. Parfois, on ressort les articles, même dans des journaux prestigieux, qui disaient qu'Internet, personne n'en voudrait. Moi, j'avais lu un article d'un journaliste qui disait « Ah, mais les mails, à quoi ça va servir ?» Il disait ça très sérieusement, quoi. Et ça, c'était vers 92. Oui. C'était... Il y a des choses à dire là-dessus. Alors, effectivement, aujourd'hui, l'avantage, c'est que ça nous donne une puissance phénoménale. L'inconvénient, c'est qu'on en fait souvent n'importe quoi. Ah oui, ça c'est une autre... La puissance, c'est de dire que j'ai besoin d'acheter un billet de train. Je suis plus obligé d'aller à la gare. Je peux l'acheter à 3h du matin si ça m'intéresse. Mais j'en achète pas plus pour ça. Ouais, donc on n'a pas créé de chiffre d'affaires. On a créé une facilité. On a déjà utilisé un petit peu ce mot tout à l'heure. Voilà, on a créé une qualité de service, on va dire, mais qui crée pas forcément de valeur en soi, parce que le volume de consommation augmente pas forcément. D'accord. Et bon, alors, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu abordé, mais quelle a été votre plus grande réussite, votre plus grande satisfaction, ou alors votre expérience d'investisseur qui vous a le plus appris? Parce que c'est vrai que vous avez un peu évoqué des choses qui avaient bien marché, mais est-ce que vous avez un souvenir d'un choix d'investissement qui vous a vraiment enrichi, ça vous a surpris, ça vous a appris quelque chose? Alors, c'est quand on a le sentiment de servir à quelque chose. Oui, d'accord. D'être dans une aventure, de dire j'ai mis ma petite pierre dans ce qui est devenu un mur. Ah oui. Ça, c'est sympa. Oui. Ça c'est bien d'avoir l'impression de servir à quelque chose. Et je pense que pour réussir sa vie, c'est quelque chose qui est important. On ne fait que passer sur Terre, ça dure plus ou moins longtemps. Ce qui est sympa, c'est quand on en fait quelque chose. Ouais. Alors on peut passer ses soirées à regarder Netflix, j'ai rien contre, je regarde aussi. Mais je vous disais tout à l'heure, quand je suis arrivé, qu'il y a quelques dizaines d'années, j'ai fait de la radio, justement. Parce que je connaissais des artistes et c'était le moyen d'en parler, etc. Donc voilà, c'est de transmettre des choses. Je fais la parenthèse puisque je parle de ça. J'avais l'opportunité de connaître personnellement certains artistes et des gens qui avaient envie de les rencontrer. J'ai pu créer un contact qu'ils n'auraient jamais eu. Ouais, c'est chouette, ça. Mais c'est super chouette. Ouais. Ça rapporte rien, si ce n'est du bonheur d'avoir fait quelque chose, de dire j'ai la chance de pouvoir et je partage ça. Oui, je comprends. Ça n'a pas de prix. Non, effectivement. Ça n'a clairement pas de prix. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui a une idée, qui cherche du financement? Alors, on a un petit peu évoqué le sujet, mais
Si on devait retenir quelques conseils pratiques, voilà, quelqu'un qui a une idée et qui ne sait pas comment c'est pas aller plus loin finalement, comment il s'y prend? Il faut qu'il aille au bout de son rêve. D'accord. Pour que ce rêve devienne une réalité. Parce que les plus beaux rêves, ça vaut rien. Une idée, si elle n'est pas développée, Ça reste une idée. Elle vaut rien. Ça reste une idée. Mm. Ça reste une idée. Donc, une idée, il faut la concrétiser. Donc, il faut qu'il soit vraiment habité par son rêve, que ça devienne, je ne vais pas dire obsessionnel, mais Si, c'est un petit peu ça, que ça devienne vraiment, sûr. voilà, voilà, on y va. Et si c'est faire ça, il va suffisamment rayonner pour que ça attire d'autres qui s'impliquent dedans et qui a envie d'être dedans. Ouais, je comprends. Dans cette aventure de Business Angels, il y a quelques boîtes dans lesquelles je me suis investi. Et on n'a pas eu l'occasion on n'a pas évoqué la suite du process quand on rentre dedans par la suite. Donc quand on rentre dedans, on était, comme je dis, 10, 20, 30 à rentrer, et on nommait un référent qui était le porte-parole. Ah oui, d'accord. Voilà. Et je pense en particulier à une entreprise dans laquelle j'ai joué ce rôle. Et donc, je fais partie du comité stratégique, mais c'est absolument passionnant. Oui. C'est absolument passionnant. Donc, peut-être qu'un jour, on aura gagné un petit peu de sous avec ça, mais c'est pas que ça le sujet. C'est vraiment une aventure qui est passionnante et qui permet aussi de conforter le chef d'entreprise. C'est un peu du coaching, quelque part. Voilà, parce qu'il y a des chiffres, c'est bien, mais c'est quoi le projet et c'est quoi la stratégie? Et si on fait comme ça, est-ce que tu ne penses pas plutôt que, etc., etc., etc. Donc, c'est d'apporter... Ça, c'est vraiment important, cette contribution. Donc, il faut que le porteur de projet soit à fond dans son truc, D'accord. mais qu'il soit aussi ouvert au fait de dire que, oui, tu as l'idée du siècle, mais tu vas te prendre ça en négatif. Il faut que tu puisses le comprendre, l'intégrer. Il faut une part d'humilité. Pour solidifier ton projet. Voilà. Il faut aussi rester humble. C'est important. Oui. Et alors, l'impact des nouvelles technologies, ça évidemment c'est un des thèmes, on entend parler tous les jours à juste titre, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Par exemple, sur l'activité d'investisseur, sur tout ce que vous nous avez expliqué sur le choix d'une entreprise, est-ce que, et puis ensuite les étapes suivantes, est-ce que vous avez intégré l'IA dans vos process ou non? Qu'est-ce que vous en pensez finalement de... Je vais vous faire la réponse normale, oui et non. Alors, il faut, là encore, il y a des choses qui se passent, il faut regarder, parce qu'il ne faut pas subir les choses. Maintenant, la techno, il y a du bon et du moins bon. Tout à l'heure, je n'ai pas fini par rapport à une question que vous posiez par rapport au mail. Ouais, le mail, c'est super pratique parce que je pense à quelque chose, tac, 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 tac. Voilà. Sauf que maintenant, on travaille vraiment comme des sagouins parce que j'envoie un mail. Si vous m'envoyez un mail, si je réponds pendant 5 minutes, prenez le téléphone, bah, t'as pas répondu à mon mail. Bah non, parce que le mail, c'est quoi? C'est un courrier. Ouais. Électronique, certes, mais c'est un courrier. Et moi, le facteur, il passe une fois par jour. Donc, je réponds une fois par jour. Ah oui, vous avez raison. Mais oui. Voilà, donc il y a du bon et du moins bon. Et il faut rester civilisé. Parce qu'aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Donc la techno, oui, on est en train de vivre quelque chose, encore une fois, parce que les évolutions technologiques, il y en a toujours eu, il y en aura encore. Celle-ci, elle peut être assez majeure, mais là aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut s'y intéresser. Oui, parce que le risque, c'est qu'on se retrouve avec deux populations. Ceux qui seront mis dedans et ceux qui seront largués parce qu'ils n'auront pas suivi le truc. Exactement. Aujourd'hui, il faut savoir faire un prompt, une requête sur ChatGPT ou d'autres. Hein. Il faut savoir l'écrire. C'est important maintenant. Voilà, c'est indispensable. C'est pas compliqué, mais il faut savoir comment ça marche. Et quand on sait comment ça marche, c'est vrai que ça donne une puissance de travail. Alors, il faut aussi se former toute sa vie. Vous voyez, avec mes cheveux, je suis pas un gamin. Je me forme. Je me suis inscrit à des cours sur le no-code, sur l'IA, etc. Et ça m'aide, par exemple, je suis en train de structurer des bases de données. C'est pas simple à faire. Donc, je suis des cours, etc. Et on peut mixer les deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la manière dont j'ai appris à me servir de ChatGPT et les autres, ça me permet de poser des questions très techniques qui vont permettre de m'aider à faire mes développements sur ma base de données relationnelle. Parce qu'on ne peut pas inventer.
même si c'est simple, c'est ce qu'on appelle le no-code, c'est quelque chose qui est simple, qui est mis à la portée de presque tout le monde. Mais quand on combine les deux, là, ouais, on a une vraie puissance. Donc, par contre, il faut garder quand même là aussi, il ne faut pas tout confier à la machine. J'ai été hier soir sur une conférence justement d'une boîte sur laquelle à laquelle je suis intéressé, qui sont en train de travailler sur l'IA. Ça va super loin leur truc, ça a l'air super génial. Oui. Et on leur a dit, attention les gars, oubliez pas l'humain. Parce que derrière ça, il y a des contrats qui vont se déclencher automatiquement, blablabla. Ouais, un petit œil humain, des fois, c'est pas mal non plus. Parce que la machine, faut pas oublier que l'IA, le mot intelligence, traduit en français, ça correspond pas à ce que ça veut dire. C'est une erreur. C'est pas intelligent du tout, l'IA. C'est... Pas pour l'instant, en tout cas. Non, puis je crois qu'on en est encore un petit peu loin, parce que justement, il y a cet exemple fameux. On lui a appris à l'IA à reconnaître un chien. Très bien. Mais imaginons un chien, il a que 3 pattes. Ça peut lui arriver. L'IA, déjà, patauge un petit peu plus. Et votre chien qui a 3 pattes, comme il marche un peu bancal, quand vous allez faire vos courses, vous l'emmenez puis vous le mettez dans un landau de gamin. Les IA qui reconnaissent ça, il n'y en a pas beaucoup. L'humain, lui, se pose pas de questions. Ouais, c'est un chien, il est dans un landau, il a que 3 pattes, c'est bizarre, mais c'est un chien. L'IA, c'est pas ce que c'est. Donc, pas si intelligent que ça. Et poser la même question 3 fois de suite à 3 IA différentes, vous n'avez pas les mêmes réponses. Alors, ça s'améliore, oui et non. Moi, au début de ChatGPT, je lui pose la question, qu'est-ce qui est le plus gros, un œuf de poule ou un œuf de vache? Et il m'a répondu, vu la taille des bêtes, plutôt la vache. Ah oui. Ouais. Je n'avais pas essayé cette question. Ouais. D'accord. Oui. Alors aujourd'hui, je pense qu'il ne fait plus l'erreur, mais également, l'entraînement se fait sur tout ce qui passe sur les réseaux. Et ma question bête, elle sert aussi à entraîner pour la suite. Ouais. Donc, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir comment ça marche, pour que ces outils-là, on s'en serve pour être plus powerful, on dirait, plus de force de travail. Mais il ne faut pas non plus tout leur remettre. Moi, la voiture qui se gare tout seul, j'ai acheté une auto électrique, mais bon, je préfère la garer moi-même. Ah bon? Pourtant, ça marche très bien. Ça, oui, il n'y a pas de souci d'habitude. Ok, et comment est-ce que vous voyez, je ne sais pas, dans 5-10 ans, justement cet accompagnement des entrepreneurs, quelles évolutions pour le private equity dans les années à venir? Là, vous en avez déjà un petit peu parlé finalement, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura au-delà de la question de l'IA, est-ce qu'il peut y avoir des changements assez fondamentaux dans 5, 10, 15 ans? Alors justement, pas tout dédié à l'IA, parce qu'on commence à voir, justement, des gens qui vont chercher des dossiers, etc., par l'IA, etc. Il y a aujourd'hui des plateformes qui émergent, et on fait du private equity à tout va, en ayant des automatismes pour aller chercher des dossiers, des automatismes pour aller chercher des investisseurs, et puis on prend une com au milieu. Il y aura des morts. Parce que ça peut faire aussi un peu tout et n'importe quoi. Je ne critique pas, il y a des choses très bonnes là-dedans. Jusqu'où ne pas aller trop loin? Vous voyez, faut savoir raison garder. Parce que par rapport à ce que j'ai il y a 2 minutes par rapport au chien, voilà, l'humain garde une vraie intelligence qui lui donne une longueur d'avance. L'IA va servir à analyser des données dont on n'a pas forcément connaissance. Ça peut avoir un intérêt, par exemple, dans le domaine médical, pour analyser une radiographie. Là, oui, ça va avoir un intérêt, parce que votre radiologue, même s'il est très très bon, il a ce qu'il a connu dans sa carrière. L'IA va chercher beaucoup plus de données et va peut-être trouver, tiens, le petit truc qui était là, moi, tiens, j'ai déjà vu quelque part. Et là, ça a un intérêt. Oui. Mais, au dernier moment, c'est au radiologue de dire, oui, ça correspond bien à la même chose, et tiens, c'est intéressant d'avoir cette information-là qu'il n'aurait pas eu autrefois. Donc, il faut savoir quoi en prendre pour que ça ait un vrai intérêt et que ça apporte une vraie valeur ajoutée. D'accord. Eh bien, je crois qu'on n'est pas très loin de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter pour conclure? Peut-être, est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé que vous voudriez développer un tout petit peu ou
ou nous parler peut-être plus précisément d'un projet qui vous a beaucoup plu, ou qui a été très rentable. Est-ce que vous pensez à quelque chose qui peut intéresser Le projet le plus intéressant, le plus motivant, Ouais. c'est celui que je connais pas encore. Ah oui, mais ça c'est un peu la réponse, la Ah pirouette oui, pour voilà. s'en sortir. Mais non, ça pourrait être intéressant, c'est que si les personnes qui ont écouté notre conversation ont des réactions, je reviendrai volontiers à votre micro D'accord. pour continuer cet échange. Eh ben écoutez, merci beaucoup Je vous en prie, merci beaucoup à vous. et à bientôt peut-être. À bientôt.